Le jour même de notre mariage, il a pris ma bague de fiançailles, l'a glissée au doigt de son ami d'enfance et a dit « Si tu ne commences pas à te tenir bien, je l'épouserai elle à la place. » J'ai simplement répondu calmement « C'est très bien. » Au moment où les portes de la salle de réception se sont refermées, les échos persistants des applaudissements ont été engloutis par les lustres en cristal au-dessus. Nous étions dans un hôtel de luxe historique sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. L'allée était entourée de 120 tables rondes, entièrement recouvertes de lys blanc et de rose couleur or champagne. Au centre de tout cela, je me tenais, vêtu d'une robe d'un blanc pur. Je suis Éléonore Mercier, 29 ans. Aujourd'hui, j'étais censé épouser Henri Dubois, un homme que je fréquentais depuis 7 ans. La cérémonie avait atteint l'échange des anneaux. L'officiant a parlé d'une voix calme, invitant le marié à présenter la bague à la mariée. Henri a reçu une petite boîte en velours. La bague à l'intérieur était celle que j'avais passé 3 mois à choisir. J'avais visité un joaillier haut de gamme du quartier de la joaillerie d'innombrables fois, faisant ajuster la largeur et la hauteur de la pierre pour qu'elle s'adapte parfaitement à mon doigt. Gravées à l'intérieur en minuscules lettres se trouvaient mes initiales et celles d'Henri. À ce moment-là, mon smartphone a vibré dans ma pochette. Je n'avais aucune intention de le regarder, mais une seule photo affichée à l'écran s'est imposée à ma vue. Elle avait été prise la nuit précédente à l'entrée arrière de l'hôtel à 1h17 du matin. Le bras d'Henri était enroulé autour de la taille de son amie d'enfance, Chloé Lefebvre, la femme qui était censée se tenir à proximité en tant qu'invitée. J'ai levé la tête. Henri tenait la boîte à bagues, mais il ne s'est pas dirigé vers moi. Son regard a dépassé mon épaule et s'est posé sur les places des invités. Là se tenait Chloé, vêtue d'une robe blanche. Ses yeux étaient remplis de larmes, la faisant ressembler à un fan blessé que le monde entier avait lésé. Pourtant, sa main gauche était tendue en avant, bien trop naturellement. « Chloé !» La voix d'Henri a résonné dans la salle via le microphone. C'était une voix douce et sucrée que je n'avais jamais entendue en 7 ans passés à ses côtés. Cette bague t'appartenait depuis le début. Les invités aux 120 tables ont collectivement retenu leur souffle. L'officiant s'est figé avec un sourire figé sur son visage et un murmure a éclaté des zones des sièges familiaux. Ma mère m'a saisi le poignet. Ses ongles ont creusé ma peau, envoyant une décharge de douleur, mais le fait que sa main tremblait m'a fait bien plus de mal. Henri a pris la main gauche de Chloé et a lentement glissé la bague destinée à moi sur son doigt. La taille était étonnamment parfaite. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait mesuré sa main à l'avance. Éléonore. Il a finalement tourné pour me regarder. Dans ses yeux, il n'y avait aucune hésitation ni culpabilité, seulement de l'irritation et du dédain. Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. Elle ne doute pas de moi. Elle ne me met pas au pied du mur. Elle ne calcule pas chaque petite chose comme un grand livre, comme tu le fais. Chloé a laissé échapper un léger sanglot, criant le nom d'Henri, mais elle n'a fait aucun mouvement pour retirer la bague. Le diamant a scintillé sur son doigt, cachant mes initiales et celles d'Henri contre sa peau. J'ai fait exactement un pas en avant. Les 128 perles que j'avais cousues à la main sur l'ourlet de ma robe ont oscillé. Le jour de mon essayage, la taille arrière était légèrement lâche, alors je suis resté éveillé jusqu'à minuit pour la modifier. Ma mère s'est assise à mes côtés, enfilant les aiguilles. Nous avons à peine dormi pendant 2 nuits. Cousues dans chacune de ces minuscules perles se trouvaient mes espoirs et les prières de ma mère. La voix d'Henri était étonnamment calme. « Es-tu vraiment d'accord avec ça ?» a-t-il ricané. « Vas-tu me faire dire plus ?» Non, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire tordu par l'incapacité d'endurer. C'était le sourire d'une personne qui avait enfin déposé un lourd fardeau qu'elle portait depuis longtemps. Très bien. Laissant derrière moi ce seul mot, je lui ai tourné le dos. Les regards de toute la pièce ont transpercé ma colonne vertébrale. Quelqu'un a brandi un smartphone. Quelqu'un a murmuré une expression de pitié. Quelqu'un d'autre a marmonné que ce serait un désastre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entré dans la suite nuptiale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. La mariée dans le miroir était toujours belle. Mon eyeliner n'avait pas coulé. Mon rouge à lèvres était intact. J'ai lentement retiré mon voile et je l'ai plié sur la coiffeuse. En dessous se trouvait une autre boîte à bagues rouges. C'était la bague que j'avais l'intention de donner à Henri. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite.
J'avais réécrit la dernière phrase 5 fois avant de choisir finalement les mots, continuons à regarder dans la même direction, côte à côte. Je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai sorti mon smartphone et j'ai composé un numéro enregistré. La personne a répondu au deuxième appel. Madame Leroy, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'annuler la réception. Veuillez commencer le plan B comme prévu. À l'autre bout du fil, Béatrice Leroy, une avocate d'affaires, est restée silencieuse pendant une brève seconde. Vous n'hésitez vraiment plus, n'est-ce pas? Non. Les Dubois vont venir me briser pour de bon. Je sais, j'ai dit, sortant une lourde enveloppe de mon sac. Elle était scellée avec de la cire rouge. 3 mois auparavant, en préparant cela, j'avais prié pour que le jour où je devrais l'utiliser n'arrive jamais. Mais une prière n'était qu'une prière. Béatrice, j'ai dit, fixant mon reflet dans le miroir. J'en ai assez de me taire juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Compris. Commençons alors. J'ai mis fin à l'appel et j'ai enfoncé mon ongle dans le bord de l'enveloppe. Le bruit du papier qui se déchirait a résonné de manière inhabituellement forte dans la pièce silencieuse. À cet instant précis, quelqu'un a appelé mon nom de l'extérieur de la porte. C'était ma mère. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac et j'ai déverrouillé la porte. Ma mère se tenait là dans une élégante robe de soirée bleu marine. Épinglée à sa poitrine se trouvait une petite broche vintage en perles que je lui avais achetée avec mon premier salaire. C'était quelque chose qu'elle avait cessé de porter des années auparavant, affirmant que le fermoir était cassé. Elle m'a regardé et a serré fortement les lèvres. Allons-y. Ce fut tout ce qu'elle dit. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, je ne me suis pas enfui de mon lieu de mariage. J'ai commencé à marcher pour reprendre ma propre vie. Le vieux bureau et 3 mois de préparation. Une Lexus noire nous attendait dans le parking souterrain de l'hôtel. La personne qui tenait la portière arrière ouverte était Béatrice Leroy. Elle avait la quarantaine, portait un tailleur pantalon gris impeccable, pas un cheveu de travers. Quand elle a vu mon visage, elle n'a offert aucun mot de consolation. Elle a simplement fait un bref signe de tête. Je conduis. C'était suffisant. Je me suis assise sur la banquette arrière à côté de ma mère. Alors que la porte se refermait, le tumulte du lieu s'est estompé pour devenir le son d'un monde lointain. Ma mère avait les 2 mains fermement serrées sur ses genoux. J'ai enveloppé mes mains autour des siennes. Elles étaient froides comme de la glace. Éléonore. Oui. Je n'ai rien pu dire là-dedans. Est-ce vraiment d'accord? Après ce qu'il t'a fait. J'ai secoué la tête. Je t'ai vu trembler. Maman, c'était suffisant. Des larmes ont rempli les yeux de ma mère, mais elle n'a pas pleuré. Ma mère avait toujours été le genre de personne à redresser le dos avant de verser une larme. Elle avait perdu son mari tôt, m'avait élevé en s'inclinant devant des proches, et avait même essayé de vendre ses vieilles bagues pour récolter des fonds pour moi lorsque mon entreprise était en difficulté. La voiture a quitté le centre-ville et s'est dirigée vers un quartier d'entrepôt miteux à Montreuil. Nous sommes arrivés à un vieil immeuble de 7 étages. Il y a 3 ans, lorsque j'ai fondé ma start-up technologique, c'était le premier bureau que j'ai loué. Le loyer était de 800 € par mois. En hiver, le vent soufflait à travers les fissures des fenêtres, et en été, la climatisation ne fonctionnait pas. Henri n'est jamais venu. Il a simplement ri et m'a demandé ce que je faisais dans un tel taudis. L'ascenseur principal était en panne, ne laissant qu'un petit monte-charge opérationnel. Laissant ma mère dans la voiture, Béatrice et moi sommes montés au 7e étage. Une lumière d'urgence jaune clignotait dans le couloir, projetant de longues ombres à nos pieds. Lorsque j'ai déverrouillé la pièce, un vieux bureau, des piles de boîtes en carton blanc et un ordinateur portable non ouvert sont apparus. Épinglés à un tableau blanc sur le mur se trouvaient des photographies, des chronologies, des relevés de virements bancaires, des copies de registres d'entreprise et des reçus d'hôtel. Des marqueurs rouges et bleus étaient utilisés pour tracer des lignes, encercler des détails et écrire des annotations. Béatrice s'est arrêtée devant le tableau. Vous vous prépariez à ce point. Depuis 3 mois. Pourquoi il y a 3 mois? J'ai répondu en ouvrant une boîte en carton. Le jour où il m'a dit que je ne comprendrais tout simplement pas. Le 12 mars, une date inoubliable. À 15 h ce jour-là, Henri m'a envoyé un message disant qu'il travaillerait tard. Le prenant au mot, j'avais commencé à faire mijoter des côtes de bœuf braisées.
Mais ce soir-là, j'ai par hasard aperçu sa voiture dans un parking souterrain du Marais. L'heure d'entrée était 16h45. La voiture était garée sous le bâtiment du cabinet de design où travaillait Chloé. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Henri. 6 minutes plus tard, il a répondu, affirmant qu'il venait juste la chercher parce que sa voiture était tombée en panne. Il est rentré à 23h ce soir-là. J'avais placé le ragoût froid sur la table à manger. Il a pris une bouchée et a froncé les sourcils. C'est froid. Ça aurait été chaud si tu n'avais pas été en retard. Il n'a pas mis en question le sens de mes paroles. Il a pris une douche et, les cheveux encore mouillés, a regardé la photo imprimée que j'avais laissée sur la table avant de finalement s'asseoir en face de moi. Éléonore, Chloé et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Elle est comme une petite sœur du quartier. Tu ne le comprendras peut-être pas, mais des relations comme ça existent. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Il n'a pas répondu. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse. Les choses ne sont pas si simples. Il est ensuite entré dans son bureau à domicile et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tard dans la nuit, j'ai pu entendre sa voix s'échapper par la porte alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais pas entendre le contenu exact, mais je pouvais évaluer la température de son ton. Il manquait l'irritation qu'il me dirigeait. Au lieu de cela, il portait une chaleur douce et réconfortante destinée à Chloé. Cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne dans mon bloc-notes numérique sécurisé. S'il ne revient pas, je marcherai seul. Cela a commencé comme une simple note, mais à partir de ce moment-là, j'ai recueilli des preuves pièce par pièce. Relevé GPS, reçu d'hôtel, données récupérées de messages supprimés, registre d'entreprise. J'ai suivi les fonds circulants du compte bancaire personnel d'Henri vers un compte tiers. Chloé était sa maîtresse principale, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre femme avec qui il séjournait dans une station de ski à Courchevel, des voyages d'une nuit dans une maison de plage à Saint-Tropez, et des frais de carte de crédit tard le soir lors de ses voyages d'affaires. Il me traitait de femme autoritaire, mais les choses qu'il me cachait étaient infiniment plus nombreuses. Béatrice a feuilleté un dossier sur le bureau. Ceci est l'accord prénuptial complémentaire qu'Henri a essayé de vous faire signer, n'est-ce pas? Oui, le contenu est très malveillant. Droit de gestion conjoint de toutes les nouvelles technologies, modèles de données clients et algorithmes de notation de crédit générés dans les 2 ans suivant le mariage. Ce n'est pas un contrat de mariage standard. Il a dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. J'ai ri. Il n'y a pas de phrase plus commodément abusée que se soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Béatrice a fermé le dossier. Et l'auteur initial de ce projet est Chloé Lefebvre. Oui, elle a oublié de supprimer les métadonnées de l'historique des révisions. Lefebvre Conseil SARL, la société que Chloé avait créée, était ostensiblement un cabinet de conseil en gestion pour les petites entreprises. Mais une partie de sa liste de clients correspondait parfaitement aux données divulguées de ma société. La structure de ses documents de proposition, les modèles d'évaluation des risques, et même les formules de calcul des estimations étaient identiques. Henri n'avait pas seulement trahi sa fiancée. Il essayait de mettre mon entreprise, ma crédibilité et le travail que j'avais bâti au fil des ans au pied de Chloé. J'ai démarré le nouvel ordinateur portable et téléchargé un dossier crypté depuis le cloud. Alors que la barre de chargement s'étirait sur l'écran, j'ai regardé le vent décoller le vieux ruban adhésif scellant les interstices des fenêtres. Les fiançailles rompues n'ont jamais été le problème principal, j'ai dit. Ce que je reprends vraiment, ce n'est pas un homme, mais l'œuvre de ma vie. En entendant ces mots, Béatrice a légèrement souri pour la première fois. Alors, exposons tout lors de la réunion de famille de demain. Oui, j'ai rangé l'ordinateur portable dans mon sac. Ils pensent que je vais pleurer et m'excuser. Je suis sûr qu'ils le pensent. C'est pourquoi demain, je leur montrerai le grand livre. J'ai éteint les lumières du vieux bureau. Seule la lumière d'urgence jaune est restée dans le couloir, étirant nos ombres longues et fines. Je savais que je ne reviendrais jamais en arrière. Il n'y avait pas de place pour moi pour revenir, ni à ce lieu de mariage, et certainement pas avec la famille Dubois. Un seul document de libération de dette lors de la réunion de famille. À 15h l'après-midi suivant, j'ai emmené ma mère et Béatrice dans un club de restauration privé exclusif du Neuilly-sur-Seine. C'était l'établissement que la famille Dubois utilisait toujours pour discuter des affaires familiales internes.
Le salon chêne présentait des murs en acajou et de coûteux arrangements floraux. C'était l'endroit exact où ma mère avait rencontré pour la première fois les parents d'Henri. Ce jour-là, la mère d'Henri avait regardé la robe simple de ma mère et avait souri finement, faisant remarquer à quel point ma famille devait être frugale. Ma mère s'était contentée de baisser la tête et de la remercier. Dans la voiture en rentrant à la maison, ma mère n'avait pas prononcé un seul mot. À l'intérieur de la salle privée, 6 couverts étaient dressés. À la tête de la table se trouvait le père d'Henri, Richard. À côté de lui se trouvait la mère d'Henri, Caroline. Henri était assis à côté d'elle, et Chloé était assise à sa droite, vêtue d'une robe bleu pâle. Elle avait appliqué un maquillage épais pour cacher ses yeux gonflés et rougis de la veille. Ma mère était arrivée tôt et était assise avec une posture parfaite sur la chaise la plus proche de la porte. Elle n'avait pas touché sa tasse de thé. J'ai pris le siège vide. Béatrice se tenait légèrement derrière moi, parfaitement positionnée comme mon avocate. Richard fut le premier à parler. « Éléonore, nous ne vous avons pas appelé ici pour vous condamner. J'ai appris ce qui s'est passé hier par Henri. Je suis sûr que vous étiez émue. Cependant, quitter une réception de la famille Dubois de cette manière était incroyablement irrespectueux. Irrespectueux pour eux. Mon départ du lieu était une insulte bien plus grande que mon fiancé glissant ma bague au doigt d'une autre femme. » Caroline a posé sa tasse de thé. Chloé est l'amie d'enfance d'Henri. Elle est comme une sœur pour lui. Si vous la soupçonnez excessivement, cela blesse Chloé aussi. Les épaules de Chloé ont légèrement tremblé. Éléonore, je n'ai vraiment pas voulu que cela arrive. Henri l'a simplement fait subitement hier. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tourné mes yeux vers Henri. Henri, n'y avait-il vraiment rien entre toi et Chloé Lefebvre? Le silence s'est fait dans la pièce. Le léger tintement des couverts a résonné à l'extérieur de la porte. Henri m'a regardé, a laissé échapper un profond soupir après une longue pause, et a parlé. « Éléonore, ça suffit. J'en ai assez de ton habitude de tout enquêter. Chloé ne fouille pas dans mon téléphone. Elle ne suit pas mes déplacements, et elle ne transforme pas notre vie quotidienne en interrogatoire comme tu le fais. Oui, je suis allé trop loin hier en lui mettant la bague, mais tu m'as poussé à le faire. » Avec ces mots, ma dernière once d'hésitation a disparu. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé un seul document sur la table. C'était une confirmation de libération de dette estampillée d'un cachet certifié rouge. Richard l'a ramassé en premier. En la lisant, un profond pli s'est formé entre ses sourcils. Quelle est la signification de cela? Exactement ce que cela semble être, j'ai expliqué sèchement. Il y a 3 ans, la famille Dubois a fourni 15 000 € à ma société. Par contrat, ce n'était pas un investissement, mais un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 12%. Sur 3 ans, j'ai remboursé le principal et les intérêts totalisant 17 685 €. Le mois dernier, j'ai reçu cette confirmation de libération du service juridique Dubois. Le visage de Caroline a changé de couleur. Pourquoi rembourseriez-vous quelque chose comme ça exactement à la lettre? Sans ces 15 000 €, votre entreprise n'aurait jamais décollé. Oui, c'est pourquoi je suis reconnaissante et c'est pourquoi je l'ai remboursé intégralement, y compris les intérêts. Je l'ai regardé directement. Mais Caroline, vous ne pouvez pas facturer des intérêts à quelqu'un et appeler cela de la charité plus tard. Si vous vous attendiez à un remboursement, c'était une dette. Si vous vouliez appeler cela une faveur, vous n'auriez pas dû en faire un contrat de prêt en premier lieu. Les lèvres de Caroline ont tremblé. Ma mère, assise à côté de moi, a pris une petite inspiration. Ma mère s'était toujours sentie inférieure à la riche famille Dubois. Ils avaient aidé à financer ma start-up, présenté un médecin de renom lorsqu'elle a été hospitalisée, et avancé une partie des frais de mariage. À cause de cela, elle croyait que nous n'avions d'autre choix que de baisser la tête, quoi qu'on nous dise. Mais elle avait tort. Nous avions tout rendu ce que nous avions reçu. Le prêt était remboursé. Les honoraires du médecin avaient été réglés intégralement au tarif standard, et les dépenses de mariage avancées avaient été entièrement remboursées. La famille Dubois n'avait plus aucune raison de nous mépriser. Richard a posé le document sur la table. « Éléonore, c'était votre plan depuis le début? » « Non, pas depuis le début. J'ai sorti une copie d'un projet de contrat. Cela a commencé le jour où Henri a exigé ma signature sur cet accord prénuptial complémentaire. » Richard a regardé son fils. « Henri,
Qu'est-ce que c'est? L'expression d'Henri a légèrement changé. C'est juste un contrat de mariage standard, un arrangement normal pour gérer nos biens communs après le mariage. Ce n'est pas standard, a interjeté Béatrice tranquillement. Ce projet énumère explicitement les droits de gestion conjoints sur les modèles propriétaires d'évaluation de crédit client d'Éléonore, les systèmes de risque de la chaîne d'approvisionnement et les algorithmes d'investissement. Cela dépasse considérablement le cadre d'un accord de biens matrimoniaux standard. J'ai parlé à Henri. Tu m'as dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Mais quand j'ai vérifié l'historique des révisions du projet, l'auteur initial était Chloé. Le visage de Chloé est instantanément devenu blanc. C'est un malentendu. Je n'ai fait que formater le document pour lui. Le formatage n'implique pas de lister les actifs principaux de mon entreprise poste par poste, a poursuivi Béatrice. Les données électroniques ont été authentifiées avec un horodatage par une agence tierce. Elles sont pleinement recevables comme preuve dans un procès. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Finalement, ils ont réalisé ce qui se passait. Ce n'était pas un différend familial causé par une mariée en colère. C'était un cas d'espionnage industriel et de concurrence déloyale. J'ai placé un troisième document sur la table. Lefebvre Conseil SARL. Gérante, Chloé Lefebvre, établie le 17 novembre de l'année dernière. Capital initial de 10 000 €, dont 4 700 € ont été virés du compte personnel d'Henri via un compte intermédiaire appartenant au cousin de Chloé. Chloé a commencé à trembler. Éléonore, c'est un malentendu. Je voulais juste créer ma propre entreprise. Henri ne m'a aidé qu'un petit peu. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler quoi que ce soit. J'ai sorti mon smartphone et j'ai diffusé un enregistrement audio. La voix de Chloé a rempli la pièce. Henri, es-tu sûr que nous ne serons pas pris? Éléonore est douée avec les chiffres. Et si elle réalise que ma liste de clients chevauche la sienne? Puis la voix d'Henri. Elle est trop occupée avec les préparatifs du mariage. Elle ne le remarquera pas maintenant. Même si elle le fait, je la ferai taire. Éléonore déteste plus que tout faire des scènes. Une fois que nous serons mariés, je te transférerai progressivement les droits de gestion. Elle est têtue, mais au final, elle n'aura pas d'autre choix que de me les laisser. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a dit un mot. Les lèvres de Chloé tremblaient, et le sang avait déserté le visage d'Henri alors qu'il me regardait. Richard a serré les poings et Caroline a serré sa poitrine. Je les ai tous regardés. Vous pensez que vous avez ruiné mon mariage hier, mais vous avez tort. Il était brisé il y a longtemps. Le jour où Henri a dit son premier mensonge, le jour où je l'ai cru, le jour où vous avez tous pris mon silence pour de la faiblesse, il était déjà brisé. Richard était un homme d'affaires. C'était un homme qui prenait des décisions basées sur les profits et les pertes, pas sur l'émotion. Il a immédiatement baissé la voix. Éléonore, exposez vos conditions. Une excuse, un arrangement. Si nous pouvons résoudre cela par la discussion, la famille Dubois est prête à négocier. J'ai 4 conditions. J'ai posé sur la table un avis juridique formel rédigé par mon avocate. Premièrement, Henri et Chloé publieront des excuses publiques admettant l'humiliation à la réception et le détournement de secrets commerciaux. Deuxièmement, Lefebvre Conseil SARL sera liquidé, et toute utilisation des données, modèles et listes de clients de ma société cessera immédiatement. Troisièmement, le paiement de 350 000 € en dommages directs et pertes de profit. Quatrièmement, Henri renoncera définitivement à toute future réclamation sur les actifs de ma société. Caroline a hurlé. 350 000 €. Êtes-vous folle? Si cela va en justice, le montant augmentera. Chloé a attrapé la manche d'Henri. Henri, dis quelque chose. Je ne peux pas payer ça. C'est toi qui m'as dit de créer l'entreprise. Tu m'as donné les fichiers. Tu as même dit que me donner la bague était ta façon de tout arranger. Henri n'a pas retenu sa main. À ce moment-là, Chloé a finalement semblé comprendre. L'affection d'un homme n'est belle que lorsqu'il n'a pas à assumer de responsabilité. Au moment où un procès de 350 000 € lui a été jeté au visage. Son amour a commencé à faire les calculs. Je me suis levé. Je laisserai le reste à Madame Leroy. Alors que je me dirigeais vers la porte, Henri a appelé mon nom. Éléonore, vas-tu vraiment aller aussi loin? J'ai regardé en arrière.
Je n'ai rien détruit. J'ai simplement mis en lumière ce que tu as fait. J'ai marqué une pause avant de continuer. Si faire cela a suffi à le détruire, c'est que cela ne pouvait pas supporter la lumière dès le départ. Juste avant que la porte ne se ferme, j'ai entendu Richard crier et le bruit d'une tasse de thé se brisant contre le mur. Je n'ai jamais regardé en arrière. La vidéo virale est le prix de leurs sentiments. À 17h cet après-midi-là, des avis juridiques officiels du cabinet de Béatrice ont été signifiés au siège du groupe Dubois et à Lefebvre Conseil SARL. Au même moment, une vidéo de la réception de mariage a été divulguée en ligne. On ne savait pas qui l'avait filmée. La vidéo était courte. Elle montrait Henri s'approchant de Chloé avec ma bague, disant qu'elle lui appartenait depuis le début. Elle le montrait lui glissant la bague au doigt, se tournant vers moi, et déclarant qu'il ferait d'elle sa femme si je ne voulais pas être soumise. Enfin, elle me montrait souriant, disant « très bien » et m'éloignant. Les sections de commentaires ont explosé du jour au lendemain. Drame de bague de fiançailles avec une amie d'enfance. C'est beaucoup trop. Attendez, la bague a-t-elle les initiales de la mariée? Et il l'a donnée à la maîtresse. Le plus effrayant, c'est que la mariée ne crie ni ne pleure. Elle a certainement un atout dans sa manche. L'amie d'enfance pleure, mais elle n'enlève pas la bague. MDR. La famille Dubois a immédiatement contacté des cabinets de relations publiques pour faire retirer la vidéo, mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se propageait rapidement. Le lendemain, la nouvelle que Lefebvre Conseil avait reçu un avis pour détournement de secrets commerciaux a fuité, et la conversation est passée d'un engagement annulé à de l'espionnage industriel. Au début, Chloé a joué la victime. Elle a posté sur un compte de réseau social privé « Je suis tellement confuse par la soudaineté de tout cela. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. » Mais bientôt, une photo a fait surface d'elle dans une bijouterie de l'avenue des Champs-Élysées, essayant la taille exacte de ma bague une semaine auparavant. De plus, des détectives sur Internet ont déterré la date de création de son entreprise, les virements d'argent d'Henri et les emails de vente qu'elle avait envoyés à des clients chevauchant ceux de ma société. L'opinion publique s'est instantanément retournée contre elle. Chloé m'a envoyé un message texte frénétique. « Éléonore, je suis tellement désolé. J'ai juste fait confiance à Henri. Je ne comprends rien aux affaires et il m'a dit que les fichiers étaient bons à utiliser. S'il te plaît, peux-tu retirer la plainte? Je ne peux pas payer 350 000 €. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai transmises à Béatrice. Elle a répondu immédiatement. Excellent matériel pour un aveu de culpabilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé était tellement occupée à jouer la victime qu'elle ne réalisait pas qu'elle renforçait activement nos preuves. La troisième nuit, Henri est apparu devant mon immeuble de bureau. Il pleuvait à verse. Il se tenait près de l'entrée dans un costume trempé, sans parapluie. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient collés à son front et il était pâle. Le gardien de sécurité a croisé mon regard, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Éléonore. » Sa voix était rauque. « Je veux parler. Si c'est à propos du règlement, parlez à mon avocate. » « Non, ce n'est pas ça. » « Alors nous n'avons rien à nous dire. » J'ai essayé de passer devant lui. Il m'a attrapé le poignet avec une force désespérée. « Laisse-moi partir. Je n'aurais jamais pensé que ça tournerait comme ça. » Comme quoi? Que la vidéo fuirait, que ton père deviendrait furieux, que ton entreprise serait impliquée, et que Chloé serait poursuivie. J'ai regardé sa main. J'avais l'habitude d'imaginer un futur où une bague reposait sur ce doigt. Maintenant, la froideur de sa peau mouillée était simplement répugnante. La seule chose que tu regrettes n'est pas de m'avoir blessé, mais que cela se soit transformé en un énorme scandale. Henri a repris son souffle. Non, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû dire ça à la réception. Je n'aurais jamais dû mettre la bague à Chloé. Je voulais juste te tester. Je voulais te faire réaliser à quel point j'étais important. Tu m'as testé en mettant ma bague au doigt d'une autre femme devant ma mère. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé doucement. Henri, m'as-tu aimé? Il a eu l'air choqué, ne s'attendant probablement pas à une question aussi évidente. Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu donné les données de mon entreprise à Chloé? Son visage est devenu blanc crayeux.
Pourquoi as-tu essayé de revendiquer la gestion conjointe de mes actifs principaux dans le contrat de mariage? Pourquoi m'as-tu dit que tu avais supprimé ces messages à cause d'une mise à jour du système? Pourquoi m'as-tu dit que j'étais difficile et insoumise? Chaque fois que je posais une simple question, la pluie devenait plus forte, j'ai continué. Tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé une femme complaisante qui nettoierait tranquillement tes erreurs, prétendrait croire tes mensonges et, finalement, se plierait à ta volonté. Éléonore n'est plus cette femme. Ses doigts se sont lentement desserrés autour de mon poignet. Et si? Et si je force Chloé à liquider son entreprise, à payer les dommages, et que nous recommencions tout? Impossible. Pourquoi? J'ai fixé les gouttes de pluie tombant du bord de mon parapluie. Parce que je ne laisse pas les choses sales rentrer chez moi. Ces mots ont dû être plus lourds pour lui que n'importe quelle insulte. Henri s'est figé sous la pluie. La bague était à toi, a-t-il marmonné. Mais elle a été mise au mauvais doigt. Je t'en achèterai une nouvelle. Quel que soit le design que tu veux. Il ne s'agit pas de la bague. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Il a appelé mon nom d'une voix basse une dernière fois, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La famille Dubois a engagé un cabinet d'avocats d'affaires de renom de Paris. Chloé a engagé une avocate distincte. Dès le départ, ils n'étaient pas sur le même bateau. Les Dubois ont essayé d'attribuer toute la responsabilité à Chloé. Tandis que Chloé affirmait qu'Henri lui avait remis les documents, nous avons présenté nos preuves méthodiquement. L'historique de routage des données, les journaux de modification du cloud, les eurodatages de création du projet de contrat de mariage, le flux de fonds, les relevés GPS de voitures. Les reçus d'hôtel et les fichiers de synchronisation automatique trouvés sur un ancien compte de réseau social qu'Henri pensait avoir abandonné. Ce compte contenait plus que de simples enregistrements de son envoi de données à Chloé. Il contenait ses messages avec d'autres femmes. La station de ski de Courchevel, la villa de Saint-Tropez, les reçus de taxi de fin de nuit. L'expression de Chloé s'est brisée. Elle devait penser qu'elle était la seule et unique d'Henri. Mais elle aussi n'était qu'une autre option choisie par commodité. À la barre des témoins, Chloé a finalement craqué. Je ne suis pas la seule en faute, Henri m'a dit. Il a dit qu'une fois qu'il aurait épousé Éléonore, les actifs de son entreprise deviendraient les siens. Il m'a dit que je devais juste créer l'entreprise en premier. Le juge lui a ordonné de se calmer, mais elle a sorti son smartphone. J'ai un enregistrement. Les avocats des Dubois sont devenus pâles. Henri a hurlé son nom. L'audio diffusé dans la salle d'audience l'a complètement accablé. Éléonore n'est pas la priorité. Elle est têtue. Mais une fois que nous serons mariés, je gérerai les actifs de son entreprise. Il suffit d'utiliser son modèle pour développer votre entreprise d'abord. Je vous transférerai les ressources Dubois plus tard. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. J'ai écouté sa voix comme si c'était un objet d'une planète lointaine. Autrefois, je n'avais jamais douté d'un avenir où je rentrerais chez moi auprès de cet homme. J'avais mémorisé ses grains de café préférés, repassé ses chemises avant ses voyages d'affaires, et fait du shopping avec ma mère pour choisir un cadeau d'anniversaire pour lui. Mais pendant tout ce temps, derrière mon dos, il discutait de la façon de dépecer mon entreprise. Béatrice a chuchoté, nous soumettrons cela comme preuve corroborante. J'ai hoché la tête. L'issue était décidée ce jour-là. Le jugement a déclaré Lefebvre Conseil responsable d'atteinte aux secrets commerciaux et de concurrence déloyale, ordonnant le paiement de 300 000 € en dommages directs, manque à gagner et frais d'enquête. Henri a été déclaré solidairement responsable en tant que figure centrale de la fuite de données et du complot d'infraction. Parallèlement, le conseil d'administration du groupe Dubois a annoncé la suspension d'Henri de ses fonctions de direction. Entouré de journalistes sur les marches du palais de justice, un microphone a été tendu vers moi. Mademoiselle Mercier, êtes-vous satisfaite du verdict? Je suis satisfaite. Ressentez-vous toujours de la colère pour ce qui s'est passé à la réception de mariage? J'ai réfléchi un instant. Je ressens de la gratitude, les journalistes ont murmuré de confusion. S'il n'avait pas agi comme il l'a fait à la réception, j'aurais peut-être gaspillé un peu plus de mon temps. Je suis reconnaissante d'avoir pu limiter mes pertes tôt. Ce soir-là, les titres se sont affichés. La PDG qui a perdu son fiancé à l'hôtel riposte au tribunal. Loué pour son commentaire sur la limitation rapide des pertes.
Héritier du bois suspendu. Je n'ai pas lu les articles jusqu'à la fin. J'ai posé mon smartphone face contre table et j'ai appelé ma mère. J'ai gagné. La voix de ma mère s'est étranglée à l'autre bout du fil. Bienvenue à la maison, Éléonore. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait complètement cessé. J'accepte tes excuses, mais je ne te pardonne pas. Suite au verdict, Chloé est venue à mon immeuble de bureau exactement une fois. Elle portait un manteau blanc. L'aura douce et rayonnante qu'elle possédait à la réception avait disparu. Ses joues étaient creuses et de lourds cernes sombraient ses yeux. Alors que je sortais du hall, elle s'est immédiatement précipitée. Éléonore. Sa voix était pleine de larmes. J'ai réalisé à quel point j'avais fait une erreur. J'ai été trompé par Henri. Je suis aussi une victime. J'ai arrêté de marcher. Une victime? Oui. Il m'a dit que son mariage avec toi n'était que sur le papier. Il a dit que tu n'étais qu'une nécessité commerciale et que j'étais celle qu'il aimait vraiment. Il a dit que prendre les fichiers de l'entreprise était acceptable car ils seraient les siens une fois que vous seriez mariés. Chloé, je l'ai interrompu. Tu n'es pas une victime. Son visage s'est figé. Quand tu as utilisé mes données pour démarcher des clients, tu n'étais pas une victime. Quand tu t'es tenu à ma place d'honneur à mon mariage, pleurant mais refusant d'enlever ma bague. Tu n'étais pas une victime quand tu as envoyé des propositions sous le nom de ton entreprise à mes clients. Tu l'as fait de ton propre gré. Maintenant que tu ne peux plus payer la facture, tu veux juste te ranger de mon côté. Ses lèvres ont tremblé. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ton problème. Je l'ai laissé là et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu des sanglots derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Les larmes ne lavent pas tout. Les larmes versées tout en s'accrochant à des biens volés ne sont rien de plus que de l'apitoiement. La dernière fois qu'Henri est venu me voir, c'était 6 mois plus tard. C'était le jour où mon entreprise a conclu son cycle de financement de série B et a tenu une conférence de presse. Alors que je me dirigeais vers le parking après avoir quitté le lieu, il se tenait à côté d'une vieille berline. Il avait perdu du poids. La confiance et le comportement arrogant qu'il utilisait autrefois pour me mépriser avaient complètement disparu. Le col de sa chemise était légèrement froissé et ses chaussures n'étaient pas cirées. Éléonore. Mademoiselle Mercier. Quand il a corrigé la façon dont il s'adressait à moi, son visage s'est légèrement tordu. Vous ne me laisserez même plus vous appeler par votre prénom. Nous ne sommes plus dans une relation familière. Il a sorti une boîte à bagues rouge de sa poche. J'ai immédiatement su ce que c'était. C'était cette bague, celle qui avait été glissée au doigt de Chloé, celle qui était devenue une preuve photographique au tribunal, celle que j'avais choisie. Je l'ai récupérée. Il a ouvert la boîte. Le diamant avait été nettoyé et reflétait les lumières tamisées du parking souterrain. Cela vous appartenait à l'origine. Jetez-la. Ses doigts se sont figés. Vous n'en voulez pas? Non. Mais vous avez passé 3 mois à la choisir. Oui, mais elle a été placée sur la main de quelqu'un d'autre. Je vous en achèterai une nouvelle. N'importe quel design que vous voulez, je l'aurai. Regravé. J'ai ressenti une vague d'épuisement. Il croyait toujours que s'il remplaçait simplement l'objet, il pouvait effacer le passé. Henri, une nouvelle bague n'empêchera pas les mains de ma mère de trembler à cette réception. Elle n'effacera pas le fait que vous avez divulgué les données de mon entreprise. Elle n'effacera pas votre voix me disant que j'étais inadapté pour vous. Je veux vous dédommager. Payez les dédommagements par versement, comme ordonné par le tribunal. Il a souri amèrement. Vous traitez vraiment tout comme une transaction commerciale, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, vous utiliserez simplement mes émotions à nouveau. Après un long silence, Henri a parlé d'une voix basse. Ne pouvons-nous vraiment jamais revenir en arrière? Nous ne pouvons pas. Si cette réception n'avait pas eu lieu, les choses auraient-elles été différentes? J'ai secoué la tête. Non. Nous avons dépassé le point de non-retour bien avant cela. Le jour où tu as dit ton premier mensonge et que j'ai fait semblant d'y croire. Le jour où tu as pris mes compromis pour de la faiblesse. Le jour où tu as essayé d'utiliser mon travail acharné comme tremplin pour quelqu'un d'autre, c'était déjà fini à ce moment-là. Une larme est tombée de son œil.
J'ai regardé cette larme et j'ai réalisé que mon cœur n'avait pas vacillé le moins du monde. C'était étrange. Dans le passé, s'il avait l'air un peu fatigué, je m'inquiétais, je choisissais mes mots avec soin et je ravalais mes propres sentiments pour ne pas le blesser. Maintenant, je pensais simplement, ah, alors cet homme sait aussi ce que c'est que la douleur. Éléonore, je suis désolé. J'accepte tes excuses. Une étincelle d'espoir est revenue dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Mais je ne te pardonne pas. La lumière s'est éteinte. Je suis monté dans ma voiture. Juste avant que la porte ne se ferme, il a appelé mon nom, mais je n'ai pas regardé en arrière. 1 an plus tard, j'ai acheté une nouvelle broche à ma mère. C'était une petite pièce élégante faite de véritables perles d'eau de mer. Le soir de son anniversaire, je l'ai épinglée à sa robe. Ça a dû coûter cher. Tu vaux bien plus que ça, maman. Ma mère a souri timidement devant le miroir. C'était la femme qui avait porté une vieille broche sur une simple robe bleu marine. Serrant ma main avec une peur tremblante le jour du mariage gâché. Elle n'avait plus besoin de se rabaisser pour plaire aux autres. Éléonore. Oui. Je pensais toujours que je voulais juste que tu aies un bon mariage. C'est tout ce à quoi je pensais. Je sais. Mais maintenant, c'est différent. Mariage ou pas mariage, cela n'a pas d'importance. La seule chose importante est que tu ne te sous-estimes jamais. J'ai serré ma mère dans mes bras par derrière. Je ne ferai plus jamais ça. Promis. Promis. Depuis, j'ai été incroyablement occupé. L'entreprise a connu une croissance rapide. Notre modèle de notation de crédit s'est avéré très efficace pour le financement des petites entreprises, ce qui a conduit à une série de partenariats avec des banques régionales et des entreprises de logistique. L'entreprise que les Dubois avaient autrefois méprisée comme une petite entreprise de soutien par correspondance était devenue un acteur majeur de l'industrie quelques années plus tard. Le jour de notre introduction en bourse, je me suis tenu sur le balcon de la Bourse de Paris pour sonner la cloche d'ouverture. Dans la galerie VIP se trouvaient ma mère et Béatrice. Ma mère portait fièrement sa nouvelle broche de perles, et Béatrice levait une coupe de champagne dans son tailleur blanc impeccable. Alors que je sonnais la cloche, mon esprit est inexplicablement revenu à ce vieux bureau de Montreuil. Le vent soufflant à travers les fenêtres scotchées, la lumière d'urgence jaune clignotante, la phrase que j'avais tapée dans mes notes sécurisées tard dans la nuit. S'il ne revient pas, je marcherai seul. J'étais terrifié à l'époque. Mes mains tremblaient, mais je l'ai quand même tapé. Je l'ai écrit, j'ai rassemblé des preuves, j'ai examiné les contrats, j'ai remboursé la dette et j'ai demandé de l'aide aux personnes qui comptaient. Les gens ne sont pas forts dès le départ. Mais si vous refusez de reculer jour après jour, au moment où vous vous en rendez compte, vous avancez déjà. Après l'introduction en bourse, j'ai retrouvé Julien Duval lors d'un événement de réseautage de l'industrie. C'était un associé dans un fonds de fusion-acquisition réputé, connu pour être implacable et redoutable. La première fois qu'il a examiné ma proposition commerciale, il a relevé 47 défauts. J'en ai contesté 31 sur le champ. J'ai ramené les 16 restants à la maison et je les ai corrigés en 2 jours. Lors de notre prochaine réunion, il a terminé de lire le document révisé et a dit sèchement, « Vous êtes coriace, mademoiselle Mercier. Je pensais que vous détestiez faire des compliments, monsieur Duval. Je complimente les faits. » C'est ainsi que tout a commencé. Ce n'était pas un homme qui enchaînait les belles paroles, mais il lisait chaque document avec une sincérité absolue, se battait avec moi sans merci lors des débats, et comprenait que ce dont j'avais besoin n'était jamais du réconfort, mais des options. Un jour, alors que je luttais avec une acquisition compliquée, il a déposé une épaisse pile de dossiers sur mon bureau. « Comment voulez-vous jouer ça, Éléonore ?» Je n'ai pas pu répondre pendant un instant. Henri disait toujours, « Tu ne comprends pas. Ne t'en mêle pas, sois juste soumise. » Julien a dit, « Comment voulez-vous jouer ça ?» C'était une question qui prouvait qu'il croyait que j'étais une personne capable de gagner. Notre romance a commencé très lentement. Béatrice a plaisanté en disant que notre phase de diligence raisonnable romantique était beaucoup trop longue. J'ai répondu qu'être prudente était parfaitement bien. Julien, assis à côté de moi, a hoché la tête avec un visage complètement impassible. Le mariage est un investissement à long terme. Après tout, Béatrice a ri si fort qu'elle a failli renverser son vin. En les regardant, j'ai ressenti une douce chaleur se répandre dans ma poitrine.
Je n'avais plus besoin de confier ma valeur à la bague de quelqu'un d'autre. Mais le jour était venu où je voulais de nouveau marcher côte à côte avec quelqu'un. Ce n'était pas une défaite. C'était une nouvelle sorte de force. Un homme qui n'a pas besoin de votre docilité. Julien Duval m'a fait sa demande en mariage dans la voiture, en rentrant du dîner d'anniversaire de ma mère. Il n'y a pas eu de mise en scène grandiose. Nous avions dîné dans une salle privée d'un excellent restaurant avec ma mère, Béatrice et quelques amis proches. Comme ma mère avait un peu trop bu, nous l'avons d'abord renvoyée chez elle en taxi, et Julien et moi avons marché lentement dans la nuit de la ville. La brise du début de l'été était merveilleuse, et les feuilles des arbres de la rue bruissaient doucement. Après être monté dans sa voiture, il n'a pas démarré le moteur immédiatement. Éléonore. Oui. Ça vous dérange si nous parlons d'autre chose que d'investissement un instant? C'est rare pour vous. Il a souri ironiquement et a sorti une boîte de la console centrale. C'était une boîte à bague bleu marine. J'ai eu le souffle coupé. Le souvenir de mon mariage annulé n'était plus douloureux. Malgré tout, la vue d'une boîte à bague a délicatement effleuré une vieille cicatrice en moi. Une bague peut être une bénédiction, une contrainte ou un instrument d'humiliation. Je le savais bien. Julien a ouvert la boîte. La bague était incroyablement simple. Un diamant modeste serti sur un fin anneau de platine. Gravé à l'intérieur, de minuscules lettres, Éléonore appartient à Éléonore. Au moment où j'ai vu ces mots, l'arrière de mes yeux s'est embué. Ce n'est pas fait pour vous lier. La voix de Julien était basse et directe. Le mariage ne signifie pas que vous devez abandonner votre tranchant. Vous n'avez pas à cacher votre force. Vous n'avez jamais à être soumise. Il m'a regardé. Je veux me tenir à vos côtés, non pas devant vous pour vous protéger, non pas vous gérer par derrière, mais être la personne qui regarde la même carte juste à côté de vous. Je suis restée silencieuse longtemps. Puis j'ai lentement tendu la main. Julien? Oui. Ne me faites pas regretter ça. Il a ri doucement. Je travaillerai dur pour que vous ne le regrettiez pas, car je sais que si je fais une erreur, vous avez la force de partir à tout moment. Je ne cesserai jamais de travailler pour cela. Ça fait beaucoup de pression. C'est la juste dose de pression. Un murmure de rire a traversé la petite foule. Béatrice était au premier rang, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ma mère pleurait, serrant la broche de perles sur sa poitrine. Après la cérémonie, une jeune employée de mon entreprise s'est approchée de moi. Patronne, après tout ce qui s'est passé avant, n'aviez-vous pas peur de vous remarier? J'ai réfléchi un instant. J'avais peur. Mais parce que j'avais peur, j'ai finalement appris à choisir. Autrefois, je voulais juste être choisie par la personne que j'aimais. Pour être choisie, je restais un peu silencieuse, j'endurais un peu plus, et je me rendais un peu plus petite. Quand tous ces petits bouts s'accumulaient, le contour de qui j'étais commençait à s'estomper. Maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne me choisisse, je me choisis moi-même. Que ce soit pour continuer une relation ou y mettre fin, que ce soit pour faire confiance ou prendre du recul, que ce soit pour pleurer, poursuivre en justice ou rire et laisser aller. Ne jamais céder ce pouvoir de choix à quelqu'un d'autre. C'est ce que l'amour signifiait pour moi. Quelques années plus tard, j'ai donné une conférence à l'université. Le thème était la gestion des risques et le développement de carrière pour les femmes entrepreneurs. À la fin de la conférence, une étudiante a levé la main. Mademoiselle Mercier, si vous êtes trahie par quelqu'un d'important pour vous, comment partez-vous en gardant votre dignité? L'auditorium est devenu légèrement silencieux. J'ai ajusté le microphone. S'il vous plaît, ne confondez pas la dignité avec le fait de ne pas pleurer ou de ne pas faire de scène. L'étudiante m'a regardé droit dans les yeux. La vraie dignité, c'est de refuser de payer le prix des erreurs de quelqu'un d'autre. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez être en colère, soyez en colère. Si vous devez poursuivre en justice, poursuivez en justice. Si vous devez limiter vos pertes, faites-le rapidement, j'ai continué. Le silence peut parfois être une vertu. Mais si votre silence devient une couverture utilisée pour cacher la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, arrachez cette couverture de vous-même. Les applaudissements ont éclaté. Debout sous les projecteurs de la scène, je me suis soudain souvenu de ce jour. Henri a glissé ma bague sur la main de Chloé, il a dit. Si tu refuses d'être soumise,
je ferai de Chloé ma femme. Et j'ai répondu, très bien. Autrefois, ce simple mot me semblait la plus grande humiliation de ma vie. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas une humiliation. C'était une porte. Mon propre chemin commençant par « très bien ». Les gens ont tendance à se soucier du destin de ceux qui les ont blessés pendant des périodes étonnamment longues. Mais dans mon cas, Henri et Chloé ont disparu de ma vie étonnamment vite. J'ai entendu quelques rumeurs. Henri a été retiré du cœur du groupe Dubois et envoyé pour gérer une filiale en difficulté dans un département en province. Je ne le voyais plus conduire une voiture de luxe à Paris. Chloé a accumulé des dettes massives suite au procès et à la liquidation de son entreprise, et j'ai entendu dire qu'elle avait quitté Paris entièrement. La santé de Richard a décliné, et Caroline a cessé d'assister aux événements mondains. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai simplement hoché la tête. Ce serait un mensonge de dire que je ne pensais pas qu'ils avaient ce qu'ils méritaient, mais leur malheur n'était pas ce qui construisait mon bonheur. Ils ont simplement reçu les résultats de leur choix. Je vis les résultats des miens. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je n'ai pas quitté mon entreprise après m'être marié. Julien a traité cela comme une évidence absolue. À la table du petit déjeuner, des perspectives d'investissement côtoyaient le pain grillé et la confiture de prunes faites maison par ma mère. Julien lisait le Wall Street Journal et me demandait occasionnellement mon avis sur les tendances du marché. Quand je lui disais « je suis en train de manger », il disait « mes excuses » avec un visage complètement impassible et versait le café. Cette vie quotidienne était entièrement nouvelle pour moi. J'ai appris un peu tard que la présence banale du respect mutuel s'infiltre bien plus profondément dans l'âme que les mots d'amour éclatants. Ma mère a changé aussi. Elle riait beaucoup plus souvent qu'avant. Aux événements de mon entreprise, elle porte fièrement sa broche de perles. Autrefois, elle disait qu'elle détestait se faire remarquer et s'asseyait au dernier rang. Maintenant, elle s'assied au premier rang et applaudit plus fort que quiconque. Un jour, ma mère m'a soudainement dit, « Éléonore, à propos de ce jour à la réception de mariage, oui. » Au début, j'étais tellement frustré et tellement embarrassé que je voulais juste disparaître de cette pièce. J'ai écouté tranquillement, mais quand tu as dit très bien et que j'ai vu ton dos alors que tu t'éloignais, j'ai pensé, « Ah, cet enfant ne pourra jamais être brisé par personne. » Ma mère a regardé par la fenêtre et a souri lentement. J'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire était de suivre ton exemple. J'ai serré la main de ma mère. Je n'ai pu marcher que parce que tu étais là, maman. Non. Elle a secoué la tête. J'ai pu marcher parce que tu l'as fait. Ces mots se sont tranquillement déposés en moi. En rentrant à la maison ce jour-là, nous avons acheté les pâtisseries préférées de ma mère. Alors qu'elle défaisait le ruban, elle a ri et a dit, « Tu te souviens quand nous ne pouvions même pas nous offrir le luxe de manger quelque chose de sucré ?» En regardant son sourire, j'ai réalisé que le procès n'était pas la seule chose que nous avions gagnée. Nous avions aussi triomphé des jours où la peur nous rendait petites. Je n'ai toujours pas abandonné ce vieux bureau de Montreuil. Mon entreprise a grandi et nous avons déménagé dans de beaux gratte-ciel élégants, mais je continue de renouveler le bail pour cette seule pièce au 7e étage. Parfois, j'y vais seul. Je remplace le ruban adhésif sur les fenêtres, j'essuie le vieux bureau et je me tiens devant le tableau blanc. Il n'y a plus de photos d'Henri ou de Chloé dessus. Au lieu de cela, j'ai épinglé la première proposition commerciale de mon entreprise, une copie de notre tout premier contrat signé, un vieux porte-bonheur que ma mère m'a apporté, et une seule ligne imprimée de mes notes numériques. S'il ne revient pas, je marcherai seul. Chaque fois que je regarde cette phrase, je veux dire à mon moi passé, c'est bon d'avoir peur. Tes mains tremblantes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve que tu essaies quand même d'avancer. On m'a un jour demandé par une journaliste lors d'une interview pour un magazine, « Mademoiselle Mercier, l'incident de vos fiançailles rompues a-t-il été la chute de votre vie ou un tournant ?» J'ai ri. Ce fut un tournant déguisé en chute. Mon seul regret est de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Si je pouvais dire une chose à mon moi passé en ce moment, ce serait « bien joué ». La journaliste a eu l'air un peu surprise, mais je le pensais vraiment. Je n'étais pas d'une force sans faille ce jour-là. Lorsque j'ai déchiré l'enveloppe dans la suite nuptiale, mes doigts tremblaient. Quand j'ai tenu la main de ma mère dans la voiture, j'étais au bord des larmes. Juste avant de diffuser l'enregistrement dans le salon Chêne, mon cœur battait si vite que ça me faisait mal. J'ai pris de profondes respirations encore et encore dans le couloir du tribunal. Mais je l'ai quand même fait.
Et parce que je l'ai fait, je suis qui je suis aujourd'hui. Dans les histoires, on dit souvent que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je pense que c'est légèrement incorrect. Vous n'avez pas besoin de devenir heureuse pour vous venger. Le bonheur n'est pas une arme à exhiber devant quelqu'un d'autre. C'est une vie tranquille que vous protégez pour vous-même. Préparez votre café préféré le matin, appelez votre mère, affrontez des problèmes difficiles au travail, échangez des opinions avec Julien, étalez des documents sur la table et débattre avec acharnement. Allez faire les courses ensemble le week-end et rire alors qu'il inspecte sérieusement la fraîcheur des légumes. Dans ces petits moments quotidiens, je sens que je ne suis plus contrôlé par les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ce que la clôture signifie pour moi. Chaque fois que je bois une tasse de thé chaud à notre petite table à manger familiale, je me dis, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on prouve aux autres. C'est quelque chose que l'on reconstruit pièce par pièce chaque jour. La dignité spoliée et le temps volé ne reprennent pas forme immédiatement. Mais si vous les traitez avec soin, ils reviendront en toute sécurité dans votre vie. À la fin de ma conférence universitaire, j'ai dit ceci aux étudiants, quand quelqu'un vous dit d'être soumise, si ces mots sont destinés à effacer votre voix, vous n'avez pas à écouter. Quand quelqu'un vous dit que vous ne comprenez tout simplement pas, regardez attentivement pour voir si vous ne comprenez vraiment pas ou s'ils ne veulent simplement pas que vous sachiez. L'amour n'est pas un mot utilisé pour vous rabaisser. Julien se tenait tranquillement au fond de l'auditorium, écoutant. Après la conférence, il m'a tendu un bouquet de fleurs. C'était un bon discours. J'ai simplement dit les faits. C'est exactement pourquoi c'était un bon discours. J'ai souri. Sur le chemin du retour, les lumières de la ville défilaient devant les fenêtres de la voiture. Attendant à un feu rouge, j'ai regardé ma bague. Les mots gravés à l'intérieur, « Éléonore appartient à Éléonore », ne peuvent pas être vus de l'extérieur, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ces mots cachés ne me lient pas, mais me permettent plutôt de me tenir fièrement exactement comme je suis. Depuis, des jeunes femmes m'ont sollicité à plusieurs reprises pour des conseils. Un fiancé agissant de manière suspecte. Un patron tentant de s'attribuer le mérite de leur travail. Un membre de la famille leur disant qu'une femme trouve le bonheur en endurant un peu plus. Les formes des histoires varient, mais la racine est toujours la même. Quelqu'un utilise leur silence à son avantage. Je leur dis toujours la même chose, vous n'avez pas à devenir forte immédiatement. Vous n'avez pas à vous battre parfaitement. Mais s'il vous plaît, ne faites pas semblant de ne pas voir ce que vous avez vu. Une sensation de malaise est une alarme que votre cœur déclenche avant toute autre chose. Vous les aimez, alors vous voulez leur faire confiance. Vous êtes ensemble depuis longtemps, alors vous ne voulez pas rompre. Vous ne voulez pas causer de problèmes aux gens autour de vous. Ces sentiments sont tout à fait naturels, mais vous ne devez jamais remettre votre vie pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. J'ai aussi pensé autrefois que j'étais une femme froide pour rassembler des preuves, mais maintenant je sais mieux. Celui qui est froid est la personne qui vous a donné une raison de douter d'elle. Celui qui est cruel n'est pas la personne qui confirme la vérité, mais la personne qui cache la vérité pour exploiter la vie de quelqu'un d'autre. Tenir des registres pour vous protéger n'est pas un échec de l'amour. C'est une préparation pour ne pas abandonner. Julien ne pose jamais de questions sur cette lourde enveloppe. Parfois, lorsque nous visitons ensemble le vieux bureau de Montreuil, il s'arrête devant le tableau blanc et dit simplement « Alors, c'est ici que ça a commencé ». Quand je réponds, on pourrait aussi dire « C'est ici que j'y ai mis fin ». Il secoue la tête. Non, c'est ici que vous vous êtes relancé. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai un peu pleuré. Il a fait semblant de ne pas remarquer mes larmes. J'ai finalement appris à appeler la gentillesse de faire semblant de ne pas remarquer, amour. C'est pourquoi je n'ai toujours pas jeté cette vieille enveloppe. Je n'ai plus besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le procès est terminé. Les dommages ont été payés. Mais chaque fois que je regarde son bord déchiré, je me souviens. Je suis libre aujourd'hui parce que la version de moi d'alors, tremblant de peur, a quand même réussi à la déchirer. Le jour de mon mariage, Henri Dubois a glissé ma bague au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit qu'il ferait d'elle sa femme si je ne rentrais pas dans le rang. J'ai dit, très bien. Ce « très bien » n'était pas un mot de reddition. Je disais que je ne l'épouserais pas. Je disais que je n'avais plus besoin de lui. Je disais que je reprendrais tout ce qu'ils avaient essayé de me voler, pièce par pièce. Et je disais qu'à partir d'aujourd'hui, je suivrais mon propre chemin.
Je n'hésite plus. Je ne suis plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le pouvoir de tourner la page, la voix pour déclarer la fin, tout m'appartient entièrement. Je suis Éléonore Mercier. Je suis une femme qui, le jour de son mariage, a vu sa bague volée et remise à une autre femme par son fiancé, et qui pourtant s'est tenue droite et est sortie sous le regard de tous les présents. Après cela, j'ai protégé mon entreprise, gagné mon procès, protégé ma mère et retrouvé la force d'aimer quelqu'un à nouveau. Je ne suis pas une femme qui se recroqueville quand on lui dit d'être soumise. Je suis perspicace, je suis déterminé, et je suis un être humain digne d'être chaleureusement aimé exactement comme je suis. Et à partir de ce jour, je continuerai à choisir ma propre vie de mes propres mains.